Bonjour à toutes et à tous. Euh, je continue mes petites vidéos qui semblent intéresser quelques personnes. Et donc on est toujours sur le lien entre psychanalyse et clinique, hein. Moi, c'est un lien que j'aime bien, que j'aime beaucoup. C'est un lien qui, dernièrement d'ailleurs, a été moqué par les cognitivistes par rapport à l'angoisse de castration, voilà, des choses comme ça. Le phallus, voilà. Mais voilà, on peut toujours se moquer, on peut toujours ricaner. Euh, il n'empêche que ces concepts, en tout cas, même s'ils ne sont pas toujours hyper pertinents, laissent à réfléchir. Ça, c'est sûr et certain. Euh, donc j'avais envie d'aujourd'hui d'aborder le travail de Mélanie Klein. Alors, moi, je ne suis pas un féru des textes. Mais j'aime beaucoup réfléchir sur les concepts, d'autant plus qu'en fait, aussi bien d'ailleurs quand on lit Freud, on, on voit bien que le texte freudien est très très travaillé, mais en même temps, on a du mal à en sortir une substance. Hein, on, on sent que voilà. Donc c'est pour ça que le texte freudien, il vaut mieux en avoir une représentation plutôt que de le lire, d'essayer de le lire à la lettre. Non, enfin, moi, c'est mon avis. Après, on peut essayer de le lire à la lettre pour voir exactement où Freud s'est arrêté et continuer son travail. C'est ce qu'a fait Lacan. Mais en tout cas, il vaut mieux en avoir une représentation. Et chose qui d'ailleurs, à mon avis, laisse à désirer. Mais bon. Euh, donc, Mélanie Klein. Mélanie Klein, c'est une psychanalyste anglo-saxonne. Alors, chez les anglo-saxons, il y a pas mal de bons psys. Les Winnicott, Mélanie Klein. Et puis, il y a tous les psys qui ont travaillé sur l'identification projective, qui, à mon avis, est un concept qui rend fou. Mais bon, euh, je pense que, je pense que c'est pas mal. Voilà, la notion de parexcitateur aussi, qui est une très belle notion. Euh, voilà. Et donc, Mélanie Klein a essayé d'aller chercher au plus loin les notions de bien et de mal. Ça, c'est génial. Euh, parce que ça a été complètement oublié dans la psychanalyse moderne. Et, euh, et Mélanie Klein s'intéresse au début du bien et du mal. Et, et chez l'enfant, elle, elle va voir que en fait le tout début du bien et du mal euh, naît dans un fantasme, hein. Et par exemple chez l'enfant, le bien et le mal ont rapport au sein. Et elle va travailler sur le fait que euh, l'enfant préfère un sein, et puis après un autre sein, et puis voilà, mais il a quand même des préférences, etc. Et donc elle va s'interroger, mais qu'est-ce qui fait que y a quelque chose qui est bon et quelque chose qui est mauvais, quoi. C'est le début du bien et du mal. Et tout en remarquant ah, que normalement les saints à peu près sont à peu près égaux, hein. Et donc voilà. Et euh, donc voilà. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que l'objet, euh, c'est peut-être pas le saint, hein. L'objet, c'est euh, c'est peut-être l'enfant. Voilà.
Alors là, je sais pas si Mélanie Klein est allée jusque-là. Euh, Ça m'étonnerait pas. Mais voilà. En tout cas, elle a travaillé sur les fantasmes archaïques de l'enfant. Et voilà. Et donc sur le début du bien et du mal. Et ce que ça veut dire au final, quand même, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Hein. Même si après ça va prendre d'autres tournures à cause de la névrose et de la culpabilité, et à cause de l'entrée dans la sexualité, hein, qui produit forcément de la culpabilité. Hein. Chez, chez les gens qui ne sont pas entrés dans la sexualité, la culpabilité comme forme d'auto-punition modérée n'existe pas dans la psychose. Dans la psychose, la punition ou l'auto-punition est extrêmement féroce. Euh, euh, Comme d'ailleurs très souvent tous les affects. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, donc, le bien et le mal naissent dans une symétrie et donc dans une même définition, hein, finalement, puisque les sens sont les mêmes. Euh, voilà. D'où un problème, évidemment, quand on travaille, notamment, on voit de plus en plus hein, de la psychanalyse travailler en oubliant la question de l'objet. Hein, si on définit, si on a besoin de définir ce que c'est que l'objet, c'est parce qu'en fait, on peut avoir tendance à définir qu'est-ce que c'est que l'abruti, le salopard. Hein. Et on voit d'ailleurs ça très très bien actuellement, par exemple dans la lutte contre le terrorisme, hein, où il y a une psychologie sociale qui cherche à définir qu'est-ce que c'est qu'un terroriste, comment on devient un terroriste, euh, etc. Et sans chercher plus à comprendre euh, que, euh, que le bien et le mal naissent dans l'indifférence. C'est quand même ça le grand truc. Hein. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de cliniques qui nous montrent que le bien et le mal sont à peu près inexistants. En tout cas pour l'inconscient. On voit par exemple chez Anna Freud, il y a l'identification à l'agresseur. On voit par exemple dans certaines paranoïas, par exemple le syndrome de Munchausen, euh, où, euh, où, où la personne euh, fait du bien à son enfant en l'empoisonnant, par exemple. Hein, toute cette clinique-là, c'est une clinique qui, d'une part, euh, montre la problématique du bien et du mal dans une certaine confusion, et en même temps, elle montre la mauvaise personnalité, la mauvaise personne. Hein. Et donc, c'est très très intéressant euh, parce que l'objet euh, se situe non pas entre le bien et le mal, mais se situe euh, au niveau d'une intersection. Hein. Euh, et donc, voilà. Et une intersection, on verra plus tard laquelle, mais l'objet se situe dans une intersection. Et
Et le bien et le mal, en tout cas, ne naissent pas de l'objet. Et ça, il faudrait vraiment le faire comprendre. Le bien et le mal naissent de ce que nos ancêtres nous ont laissé comme inconscient. Et ça, on pourra toujours dire ce qu'on veut. Ce qui nous a été laissé comme héritage par rapport à l'inconscient est extrêmement lourd, extrêmement pesant. Et on est sans cesse en train d'essayer de le comprendre. On voit sans cesse par exemple, la télévision interroge exactement cette question de l'inconscient dans que l'on retrouve dans l'inconscient ancestral, on va dire. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire. Donc en tout cas, le salopard, on va dire, le salopard, c'est quand même celui qui, ou ceux qui nous ont laissé un certain héritage, un certain héritage inconscient auquel les psychotiques d'ailleurs ont affaire et duquel d'ailleurs ils tirent une certaine jouissance, hein, faut quand même le dire. Voilà. Donc une jouissance, c'est-à-dire qu'en fait, comme ils ont directement affaire à l'inconscient, ils finissent par tirer des concepts, et par exemple, il y a des psychotiques, par exemple, qui travaillent sur l'œil. Hein, l'œil comme étant l'objet même, l'objet par définition qui vient terminer un réel, l'objet d'excitation, le regard, etc. Et ça, c'est psychotique, ça. Ça vient des déductions logiques que le psychotique peut tirer à partir de la connaissance qu'il a développée de l'inconscient. Voilà. Super, à bientôt.